Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce talk intitulé Infrastructure as code ou Infrastructure as software. Je me présente, je m'appelle Alexandre Nedelec, je suis développeur chez Avanade. Moi, je travaille principalement sur des projets cloud dans Azure et je m'intéresse un peu à toutes les notions autour du DevOps, dont notamment l'infrastructure as code, dont on va parler aujourd'hui. Alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé à travailler, moi, la partie infrastructure, pour le coup, ça ne m'intéressait pas trop. Moi, je suis développeur, donc je m'intéressais plus aux dernières fonctionnalités en C# à comment installer un serveur SQL. Je préférais vraiment me concentrer sur le développement applicatif et puis me dire que la partie infra, c'était un peu moins mon périmètre. Et moi, je préférais voilà, me focaliser sur je fais un package où il n'y a pas trop de bugs, il y a les nouvelles fonctionnalités qui sont développées. Puis après, je ne m'occupe pas trop de là où ça tourne. Là où, à côté de ça, il y avait des admin systèmes où, à l'inverse, eux, ils s'occupaient que le package il tourne bien dans son environnement, mais un peu moins qu'il y ait bien toutes les nouvelles fonctionnalités dedans. À l'époque, sur les projets sur lesquels j'étais, l'infrastructure, c'était assez différent. C'était les serveurs à maintenir, à installer, avec les machines virtuelles qu'il fallait configurer correctement dessus. Et moi, c'était en fait assez éloigné de mon quotidien de développeur. Donc, ça m'intéressait un peu moins. Pour tout ce qui est procédure de déploiement, que ce soit l'applicatif ou l'infrastructure, c'était beaucoup plus manuel, ce que je voyais sur les projets. Souvent, on avait des gros doc Word avec plein de pages qui décrivaient toute la liste des actions à faire manuelles, quelques scripts à lancer pour pouvoir soit provisionner de l'infrastructure, soit déployer de l'application. Alors, qu'est-ce qui a changé un peu depuis tout ça? Déjà, moi, je me suis un peu plus intéressé à un peu toute la chaîne. J'ai eu envie un peu de maîtriser à partir du moment où on a le besoin qui arrive. On commence à concevoir comment on va développer une nouvelle fonctionnalité jusqu'au moment où la fonctionnalité, on la déploie en production et elle commence à être utilisée par les utilisateurs de nos applications. Et puis, je me suis rendu compte aussi que des fois, quand on a des problèmes sur nos applications, c'est pas forcément que un bug de code ou au contraire un problème au niveau de l'infra. Des fois, c'est un peu des deux. Ça peut être que notre code il utilise une variable d'environnement qu'on ne s'est pas occupé de configurer au niveau de l'infra. Donc, j'ai commencé à réaliser que en fait, infrastructure et application, c'était un peu plus lié que ce que je pensais. Le deuxième point qui a changé, c'est les projets sur lesquels j'ai travaillé. Moi, j'ai commencé sur des projets où on faisait beaucoup de on-premise. Et puis, il y a le cloud qui est arrivé. On a commencé à migrer des applications qui étaient sur des VM on-premise vers des VM dans le cloud. Puis, ces applications, elles ont commencé à communiquer un peu avec d'autres ressources sur les différents clouds pour enfin arriver sur des projets cloud native où là, en fait, dès le départ, dès le début du projet, on pense le projet pour qu'il s'exécute sur le cloud, pour qu'il pour qu'il utilise des services, des ressources managées. Et là, en fait, les choix applicatifs qu'on fait, ils sont directement liés à l'infrastructure qu'on va mettre en place. Et le troisième point qui a changé, c'est l'industrie. Je parlais du cloud à l'instant. Ces dernières années, on a eu vraiment une émergence du cloud et on va utiliser beaucoup plus de briques cloud managées, beaucoup plus de briques PaaS que ce qu'on faisait à une époque. Et eh bien, ça va apporter des nouveaux challenges. On va avoir vraiment des projets cloud natifs comme je parlais. On va devoir penser euh, à des archis beaucoup plus distribués. On n'est plus sur une application monolithique qui s'exécute dans une VM. On va être sur une application qui est divisée en plein de microservices qui vont devoir communiquer entre eux. Donc, on va devoir mettre en place des systèmes d'eventing. Et si à ce moment-là, on n'a pas configuré notre bus d'événements pour qu'il y ait l'application A qui puisse pousser des messages dessus et l'application B qui puisse souscrire à ces messages, il n'y a rien qui va fonctionner. Donc, on s'aperçoit que la limite entre infrastructure et application, en fait, elle est beaucoup plus floue que lorsque j'ai commencé à travailler.
Et ce qu'on a vu aussi au niveau de l'industrie, c'est qu'il y a eu l'émergence du DevOps. Alors le DevOps, au-delà de dire, ben, on va faire travailler les devs, les ops ensemble dans la même équipe et puis avoir cette frontière un peu entre les 2, le DevOps, c'est avant tout, apporter, continuellement de la valeur, aux utilisateurs de nos applications. Et le mot continuellement, en fait, il est important parce que ça veut dire qu'on va devoir déployer plus souvent, et qui dit déployer plus souvent, on va chercher à automatiser, en fait, ces déploiements. Donc je parle de déploiement applicatif et bien évidemment, je parle aussi, déploiement, d'infrastructures. Ce qui a changé aussi au niveau de l'industrie, c'est que, bah, pour faire face à tous ces challenges, on est beaucoup plus équipé. Il y a eu, plus d'outils qui sont arrivés et il y a eu tout un tas de technos qui ont fait, leur apparition. Ça nous amène à parler de l'infrastructure as code. Donc l'infrastructure as code, c'est une des pratiques DevOps. Ça vise à automatiser la gestion et la mise à disposition de l'infrastructure via du code. Concrètement, le but, c'est de prendre toutes les bonnes pratiques qu'on a en développement logiciel et de les appliquer à l'infrastructure. Forcément, derrière, on va avoir pas mal de gains. Il va y avoir moins de complexité. Comme tout est automatisé, bah, ça va être beaucoup plus facile d'avoir de la reproductibilité. On va avoir moins d'erreurs et les conséquences de tout ça, c'est qu'on va être capable de déployer plus vite et plus souvent. On va être très loin des documents Word dont je parlais tout à l'heure avec plein d'actions, manuelles. Alors comment on fait de l'infrastructure as code? Bah, il y a plein de manières d'en faire, il y a plein d'outils qui existent. Là, j'en ai mis quelques-uns sur cette slide, mais bah, concrètement, vous pouvez en trouver plein d'autres. Il y en a qui sont vraiment, dédiés à faire, à créer des ressources dans différents clouds, dans différentes, solutions SaaS et il y en a d'autres qui vont être plus spécialisés dans la configuration de ces ressources. Mais globalement, on peut distinguer 2 approches, parmi tous ces outils. On va avoir une approche déclarative et on va avoir une approche, impérative. L'approche, déclarative, elle veut répondre à la question «Quoi?». Heu, Quelles ressources je vais avoir envie de provisionner et en fait, quel est l'état, dans lequel, je veux arriver? Quel est l'état que je veux atteindre, en décrivant, ces ressources, en fait? Donc on ne va pas s'occuper de savoir, quelles sont, toute la liste des étapes pour atteindre cet état. C'est, les solutions d'infrastructure as code qui vont faire ça pour nous. On va juste dire: «Moi, je veux avoir telle ressource avec telle configuration, peu importe dans l'état actuel dans lequel je me trouve». Et à l'inverse, l'approche impérative, elle va plus répondre à la question «Comment?». Heu, Elle va dire, bah, en fait, quelles sont la liste des étapes que je veux faire pour arriver justement dans cette étape, pour avoir ces ressources? Est-ce qu'il va falloir que je crée, un app service, que j'aille modifier, sa configuration, que j'aille ajouter, tel setting? Voilà, là, on est sur, de l'impératif. Si on prend l'exemple d'Azure, si on veut faire de l'impératif, on va avoir de l'Azure CLI, on va avoir de l'Azure PowerShell, on va faire des scripts et pour faire du déclaratif, on va plus être sur de l'Azure Bicep ou des templates ARM, où on décrit vraiment les ressources qu'on souhaite avoir. Concrètement, aujourd'hui, on voit que l'approche dominante, c'est l'approche déclarative, parce que ça va être plus simple à maintenir. Il n'y a pas besoin de s'occuper, d'avoir des scripts idempotents. Donc c'est l'approche qui est un peu, privilégiée aujourd'hui et c'est pourquoi chacun des gros cloud providers, est arrivé un peu avec sa solution, d'infrastructure as code, déclarative. Donc c'est ce qu'on peut voir là dans les 4 premières colonnes du tableau. On peut voir que ce soit pour, GCP, AWS ou Azure, ils arrivent chacun avec leur solution. Ces solutions sont basées sur, des langages de configuration, des langages déclaratifs, donc soit du YAML, du JSON ou, dans le cas d'Azure, Bicep, un domain specific language qui est le Bicep. Concrètement, pourquoi Azure, ils ont 2 solutions? C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, les templates ARM, personne n'aimait trop en faire, c'était un peu compliqué et donc ils ont fait un domain specific language qui, génère des templates ARM. Le gros avantage de ces solutions, c'est qu'elles sont natives, au cloud provider, donc elles vont couvrir, l'entièreté des fonctionnalités, qu'on peut avoir, dans ces clouds. Dès qu'il y a une nouveauté qui arrive et ben, on va retrouver, on va avoir la possibilité de créer les ressources, d'utiliser cette nouveauté, quand on utilise, bah, de l'AWS CloudFormation ou du, Google Deployment Cloud Manager. L'inconvénient par contre, c'est que ces solutions-là, elles fonctionnent
que sur le cloud pour lequel elles ont été prévues. Si vous faites de l'AWS CloudFormation, vous allez pouvoir déployer que des ressources sur AWS. Et donc, c'est là qu'on a d'autres acteurs qui arrivent, d'autres solutions, comme Terraform, qui, eux, proposent en fait de faire de l'infrastructure, de créer des ressources dans différents clouds, mais pas que ces clouds-là, mais en fait, tout un tas d'autres solutions. Ça peut être du Datadog, ça peut être créer un projet GitHub, ça peut être plein de choses. Ils vont avoir un provider un peu par cloud. Et donc là, c'est le gros avantage de solutions comme ça. Donc Terraform, ils utilisent aussi un domaine spécifique language qui s'appelle le HashiCorp Configuration Language et qui est aussi un langage de configuration. Donc c'est aussi une approche déclarative. L'inconvénient par contre qu'on va avoir sur du Terraform, c'est que vu qu'à chaque fois il faut implémenter les nouvelles fonctionnalités, on n'a jamais une couverture complète de toutes les ressources des cloud providers et on est toujours un petit peu en fait en retard par rapport aux nouveautés. Je pense que, je vous ai pas appris grand-chose jusqu'à présent, mais ça me paraissait important de reprendre un peu, le contexte, redire un peu ce que c'était l'infrastructure as code, redire qu'il y avait 2 approches, une approche déclarative, une approche impérative et parler un peu des principaux outils qui existent avant de rentrer dans le cœur du sujet, qui est, bah, qu'est-ce qui ne va pas en fait avec, cette façon de faire et pourquoi on commence à parler, d'infrastructure as software? Alors le premier truc qui va pas, et qui moi m'a un peu surpris quand j'ai commencé à faire de l'infrastructure, as code, c'est que l'expérience de développement, elle est pas aussi bonne que, ce qu'on a l'habitude quand on fait du développement logiciel. Alors on parle de développement là, pour l'infrastructure, ça peut faire bizarre, mais en fait, à partir du moment où on écrit du code, bah, en fait, on fait du développement. Même si c'est du JSON, même si c'est du HL, même si c'est du YAML. Et ce qui nous rend, productifs en tant que développeurs, ben, en fait, ça va être tout ce qui est, autocomplétion, heu, des outils d'analyse de code statique qui vont peut-être me suggérer une manière de mieux coder ou, de faire certaines choses. Le fait de pouvoir typer mon code, d'avoir de la documentation au survol, d'avoir des fonctionnalités avancées de refactoring, tout ça, ça va me rendre productif et tout ça, souvent, c'est apporté par, nos IDE ou par d'autres outils. Et sauf que nos IDE, nativement, ils vont pas proposer tout ça pour, un domaine spécifique language ou pour, du YAML ou du JSON. Donc les éditeurs, ils arrivent avec, souvent, leur extension. Ils ont créé une extension pour faire, du HL, pour faire du Bicep mais même avec des extensions qui, sont souvent quand même très bien faites, on n'arrive pas au même niveau, d'expérience de développement que ce qu'on peut avoir sur des langages de programmation. En plus de ça, ces extensions, même s'il y a des language server protocol, elles vont pas forcément être disponibles, partout sur vos IDE. Si je prends l'exemple de Azure Bicep, vous pouvez l'utiliser, dans VS Code, mais vous ne l'avez pas dans dans Visual Studio ou vous ne l'avez pas dans les IDE de JetBrains. Donc ça, c'était pour la partie un peu, outillage. Mais en dehors de l'aspect outillage, en fait, il y a les langages, à proprement parler. Donc moi, j'étais un peu déçu, en fait, en arrivant parce que, je ne retrouvais pas, dans ces langages qui sont des langages de configuration, là, pour toutes les solutions dont on a parlé, l'expressivité que je peux avoir avec un langage de programmation. Alors sur des infras qui sont pas très compliqués, c'est pas forcément, dérangeant d'utiliser du YAML, par exemple, mais dès qu'on va avoir un peu de complexité et je pense que quand on fait de l'infrastructure, quand on fait du cloud, on arrive souvent à pas mal de complexité et ben, on va vouloir avoir un peu plus, de choses que nous proposent les langages. Donc ces langages de configuration, ils ont dû évoluer au fur et à mesure qu'on mettait de la complexité pour gérer des boucles, pour gérer des conditions, pour référencer, bah, des variables, d'autres objets. Mais en fait, ça donne quelque chose qui est pas forcément hyper naturel au final, là où c'était assez simple au départ, quand, Terraform, ils sont arrivés avec le HL, c'était un langage qui est assez simple. Dès qu'on fait, des choses un peu plus compliquées, bah, là, ça devient, moins lisible, moins naturel. Vous en avez un exemple là sur la droite, c'est un extrait d'un module, AWS, de Terraform et vous pouvez voir que, ben, en fait, ça devient un peu compliqué à lire. À gauche, on a un exemple de template ARM. Alors,
on s'y retrouve à peu près, mais clairement, on n'a pas envie de l'écrire, ce template ARM. C'est pas pour rien qu'Azure, que Microsoft a sorti Azure Bicep, parce qu'on s'aperçoit que le JSON, le YAML ou même des domaines spécifiques language, c'est pas forcément toujours adapté. Alors si on revient un peu plus sur vraiment l'infrastructure as code, sur la définition qu'on a donnée tout à l'heure, on disait que c'était une des pratiques du DevOps. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que cette infrastructure as code avec ces langages, en fait, vont avoir tendance à encourager à plus travailler en silo avec les devs d'un côté, les ops de l'autre, plutôt que tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on ne va pas utiliser les mêmes outils, on ne va pas parler le même langage. D'un côté, on va avoir des développeurs, des équipes de développement qui sont à travailler en C#, en Java, en TypeScript. Et de l'autre côté, on va avoir des ops qui vont faire l'infrastructure et qui vont travailler en YAML, en JSON, en HCL. Et du coup, ça maintient un peu cette séparation et ces silos, là où le DevOps, ça prône plus des équipes un peu autonomes et multicompétences où tout le monde travaille ensemble. Moi, par exemple, j'ai travaillé chez un client où on avait des gens hyper compétents, que ce soit côté équipe de développement ou équipe infra. On utilisait vraiment les dernières technologies avec les dernières versions de .NET côté dev, du Terraform et du Terraform Club côté infra. On faisait des choses assez compliquées dans Azure. Et pour autant, en fait, malgré toutes ces bonnes pratiques, l'expérience des gens, en fait, on se retrouvait à avoir des silos avec nous d'un côté les devs, les infras de l'autre, et à communiquer par ticket quand on avait besoin de créer une nouvelle ressource dans Azure ou modifier une ressource existante, on faisait un ticket. Et en fait, on n'est plus sur l'infra as code. Quand on échange par mail pour savoir qu'est-ce qu'on va devoir modifier, on est sur de l'infra as mail en fait. Et là, on perd tout l'intérêt de ce que nous apporte à l'origine l'infra as code. Si on reparle un peu de l'infra as code tel que je l'ai défini, le but, je disais, on veut prendre les bonnes pratiques de l'infrastructure, les bonnes pratiques qu'on fait en développement logiciel et les transposer au monde de l'infrastructure. Et qu'est-ce qu'on voit qui se passe actuellement? En fait, on fait du code, ça c'est vrai, avec les différentes solutions dont j'ai parlé. On le versionne, donc idéalement, on va le versionner ce code d'infrastructure au même endroit que le code applicatif. Et puis, on va pouvoir le déployer via des pipelines, comme on a l'habitude avec nos pipelines de CI/CD en développement. Euh, le problème, c'est que le développement logiciel, les bonnes pratiques du développement logiciel, ça ne se limite pas à faire du code, en fait. C'est pas juste coder, mettre dans un repo Git et puis on déploie ça. Ça va un peu plus loin que ça et en fait, on manque toute une partie en se limitant à juste ça. Et c'est pour ça qu'on arrive sur cette notion d'infrastructure as software où le but, c'est vraiment de traiter l'infrastructure comme n'importe quelle autre partie du code, comme n'importe quel autre logiciel. Ce matin, dans la keynote, j'entendais parler d'infrastructure, c'est un produit. Un peu, là, c'est un peu l'idée. En fait, l'infrastructure, c'est un produit, on veut le traiter comme n'importe quel autre produit qu'on développe. Donc l'infrastructure as software, j'aime bien ce tweet de Paul Stack qui dit oui, c'est pas juste du code, c'est pas juste du GitOps, c'est la possibilité de faire de la refacto, c'est la possibilité de créer des abstractions, des modules, le fait de pouvoir moquer des choses, de faire des tests unitaires, d'intégration, d'acceptance, de gérer les secrets de manière sécurisée. En fait, c'est toutes ces pratiques du développement logiciel qu'on veut remettre côté infrastructure. Pourquoi? Parce que ça a un vrai intérêt en fait, aussi côté infrastructure. Je pense que, quand vous faites, du développement, vous n'avez pas envie de, développer quelque chose et de l'envoyer en prod sans faire de test. En fait, c'est la même chose, côté infra. On fait du développement, on fait du code d'infra, on va vouloir aussi faire des tests et pas que des tests d'intégration, des tests unitaires. Ça va pouvoir apporter des bonnes pratiques comme du TDD. On va vouloir, faire, tout un tas de tests. Puis on va vouloir, j'en parlais, créer des abstractions peut-être autour de certains composants. Ça va pouvoir nous permettre de mettre en place des bonnes pratiques, de partager différents blocs d'infrastructures au sein de différentes équipes dans une entreprise. On va vouloir gérer différents environnements.
Je parlais tout à l'heure de l'outillage, c'est aussi quelque chose d'assez important. Bien sûr, on va vouloir cadrer tout ça en mettant en place des policies pour pas qu'on puisse faire n'importe quoi non plus avec notre infrastructure. Et puis, dans le monde du logiciel, il y a la notion d'API qui est très importante parce qu'on va pouvoir, on va vouloir en fait peut-être faire des déploiements un peu plus compliqués, on va peut-être pouvoir faire du monitoring. Donc, c'est important que l'infrastructure, ça ne soit pas juste disponible via une CLI où on fait notre Terraform deploy, notre Terraform plan ou, ou d'autres outils. Ça va être aussi important qu'on puisse interagir avec sous la forme d'une API. Toutes ces particularités, tous ces sujets, la gestion de la sécurité, les tests, la réutilisabilité, c'est des choses que les solutions d'infrastructure as code dont j'ai parlé précédemment, gèrent en partie. Mais ils ne vont pas gérer tous les sujets et je pense à Terraform, l'écosystème Terraform par exemple, il est très, très grand, donc il va y avoir des trucs un peu pas nativement dans Terraform, mais dans l'écosystème qui vont permettre de gérer une partie de ces sujets, mais ça ne va pas gérer tout. Et puis, pour le cas particulier de Terraform, il y a un certain nombre de ces choses qui sont disponibles que dans la version payante, dans Terraform Cloud. Par exemple, les secrets, en fait, si vous êtes à stocker ça sur un compte de stockage dans Azure ou sur votre état, si vous le stockez dans un bucket S3, en fait, les secrets sont stockés en clair dans l'état. Donc niveau sécurité, clairement, on n'est pas là. Et puis des tests unitaires, c'est pas possible en fait d'en faire en Terraform ou en template ARM. Toutes ces problématiques-là qu'on voit là, en fait, on s'aperçoit qu'elles ont déjà été résolues. En fait, c'est des problématiques qu'on a au quotidien dans le monde du développement logiciel. Donc, est-ce que l'idée, c'est de recréer tout un écosystème, réinventer un peu la roue et devoir aussi tout réapprendre parce que ça veut dire des nouveaux outils, ça veut dire c'est pas que les langages, hein, c'est tout ce qui va autour. Ou est-ce qu'on ne se baserait pas un peu plus sur les écosystèmes existants, que ce soit dans le monde Java, dans le monde .NET, dans le mode Node, dans tout ce qui est web, et je ne parle pas juste des langages, hein, je parle de l'écosystème en règle générale. Il y a déjà tout un tas de choses qui existent et dont on peut tirer parti. Et ça m'amène à parler en fait d'une solution d'infrastructure as code qui s'appelle Pulumi. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Qui se veut être moderne et qui se définit même comme une solution d'infrastructure as software. Pulumi, c'est une solution d'infrastructure donc as software qui est déclarative. Donc on va décrire avec des langages de programmation notre état souhaité, et puis on va avoir le moteur Pulumi qui va comparer cet état à l'état actuel de notre infrastructure et en déduire en fait les actions à faire sur les différents providers. Donc, quelles ressources il va falloir créer, mettre à jour, supprimer, etc. Donc, on retrouve un fonctionnement au final assez similaire à Terraform. Et puis, comme vous pouvez le voir, ça supporte aussi plusieurs providers. Le gros intérêt de Pulumi, c'est qu'on va pouvoir faire l'infrastructure avec nos langages de programmation favoris. Vous pouvez faire de l'infrastructure avec du TypeScript, du JavaScript, du Python, du Go, tous les langages .NET, tous les langages Java. Donc ça couvre vraiment une grosse partie des langages de programmation qui sont utilisés et ça va pouvoir nous permettre de réutiliser en fait tous nos écosystèmes existants. Donc, on parlait d'outillage tout à l'heure. Il y a aussi toute la partie gestionnaire de package, les frameworks de test, mais aussi en fait n'importe quel lib qui est présent dans ces écosystèmes, n'importe quelle bibliothèque qu'on va pouvoir réutiliser. Et forcément, le gros intérêt d'un langage de programmation, c'est que tout ce qui est variable, encapsulation, boucle et tout ça, on l'a par défaut. Alors, un autre point que j'ai mentionné tout à l'heure, c'était cette notion d'abstraction, de faire de l'infrastructure réutilisable. C'est quelque chose qui est permis aussi en Pulumi, parce qu'on va pouvoir créer des packages qu'on va pouvoir ensuite utiliser en tant que package NuGet, en tant que package NPM. C'est un gros intérêt parce que au sein d'une même société, on va vouloir se repartager peut-être des abstractions qu'on a créées ou peut-être certaines règles qu'on a mis en place qui sont propres à notre entreprise. Et le gros point fort de Pulumi, c'est que quand on fait un package comme ça, on va pouvoir le réutiliser dans n'importe quel langage qui est supporté par Pulumi.
Donc, par exemple, imaginons j'ai une équipe qui travaille que en TypeScript, qui fait tout un tas de choses autour des Azure Functions, qui décide de faire un composant qui derrière génère, qui provisionne des Azure Functions avec tout un tas de bonnes règles, de bonnes pratiques avec, je sais pas, du Key Vault, de l'Application Insight et tout ça, qui bundle ça dans un package, et ben, ils vont pouvoir le publier de manière à ce qu'une autre équipe qui, elle, travaille en .NET puisse le réutiliser. Donc ça, c'est un gros point positif. Alors du Pulumi, où est-ce qu'on en fait? Du Pulumi, on peut en faire dans plus de 80 providers, dont les providers principaux, AWS, Azure, GCP, Kubernetes. Donc c'est assez similaire à ce niveau-là à Terraform. On a d'ailleurs la possibilité d'adapter n'importe quel provider qui n'existerait pas en Pulumi, mais qui existe en Terraform. On peut l'adapter de Terraform vers Pulumi. Il y a des outils pour ça. Mais surtout, on a ce concept de native provider. En fait, on va voir il y a des providers qui sont disponibles, qui sont générés à partir des spécifications d'API des différents cloud providers, ce qui nous permet d'avoir des providers qui sont tout le temps à jour et en fait qui couvrent 100% des fonctionnalités, des ressources qu'on peut créer dans les différents cloud providers. Et ça, c'est super intéressant parce que je disais tout à l'heure, c'était un des inconvénients de Terraform, c'est qu'on avait toujours un train de retard. Bah là, ce n'est pas le cas avec ces native providers. On va avoir en fait la même couverture que les providers natifs, que du template ARM ou du AWS CloudFormation. Et dans le cas où on travaillerait sur quelque chose, je ne sais pas, un service qui n'a pas forcément de provider créé dessus, il y a la possibilité assez facilement de créer un provider de manière dynamique où on va coder que la partie qui nous intéresse, mais en respectant toujours cette notion d'état et de ce CRUD qu'on va vouloir faire sur les ressources. Alors, bien entendu, Pulumi, ça s'intègre avec tout un tas aussi de systèmes de CI/CD, donc que ce soit du GitHub Action, Azure Pipeline, Bitbucket, un peu tout ce dont vous avez l'habitude. Et ça m'amène à vous montrer, faire une petite démo de ce que ça donne en vrai. Donc, pour ça, je vais vous partager déjà en quoi va consister la démo? Concrètement, c'est, provisionner je vais vous montrer, comment j'ai pu provisionner une infrastructure dans Azure avec un peu de serverless, un peu de base de données. L'idée, c'est d'avoir une Azure Function qui soit capable, suite à une requête HTTP, de requêter, une base de données, SQL Database dans Azure. Ça paraît hyper simple comme scénario, là, comme ça, mais derrière, en fait, il y a pas mal de ressources à créer puisqu'on va avoir la partie base de données où on a notre serveur SQL à créer, on a notre base de données, on a peut-être des règles de pare-feu aussi à mettre en place. Côté fonction, on a la function app, son storage account associé, et puis tout un tas de rôles à donner à notre function app pour qu'elle puisse avoir accès au Key Vault notamment. Donc ça, c'est la partie sécurité. Dans le Key Vault, on va vouloir stocker en tant que secret la connection string de la base de données. Et puis, on va avoir aussi une partie monitoring. Donc, si je vous montre ce que ça donne directement dans mon IDE. Donc là, je me trouve dans Visual Studio. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser Visual Studio parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. Donc c'est l'endroit où je suis productif au quotidien. Après, si vous aviez envie d'utiliser Rider ou un autre IDE qui gère le C#, en fait, vous auriez pu utiliser celui que vous voulez. Il n'y a pas d'extension en fait à installer, contrairement à du Bicep, du Terraform ou d'autres solutions. Ça supporte nativement en fait ce que je vais faire parce qu'on va utiliser nos langages classiques. Donc moi, ma démo, elle va être en C#. Après, si vous voulez faire ça en TypeScript, en Go, en Java, en fait, vous faites avec le langage avec lequel vous êtes familier. Donc on peut voir que j'ai deux projets là, un projet infra, un projet applicatif. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant, c'est le fait de se dire, on fait de l'infrastructure et on met le code de l'infrastructure et le code applicatif dans le même repo Git. Si on regarde juste très rapidement le code applicatif,
En fait, c'est tout simple. On a une fonction qui est trigger par une requête HTTP, qui va aller faire une requête SQL en base de données et qui va juste retourner en réponse en fait ce qu'on a requêté dans la base de données. Maintenant, si on s'intéresse plus à la partie infrastructure en tant que telle, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors déjà, si je veux regarder mes dépendances, les packages que j'ai 2 packages. Donc j'ai mon package Pulumi et j'ai mon provider Azure Native. Donc c'est le provider qui a qui couvre toutes les fonctions, toutes les ressources Azure. Si j'avais voulu dans mon projet rajouter, je sais pas, j'utilise dans mon projet aussi un service AWS ou je sais pas, un service de monitoring externe, j'aurais pu rajouter évidemment d'autres providers. J'ai des fichiers de configuration aussi, donc j'ai du YAML. J'ai un fichier qui est plus global et je vais avoir un fichier par environnement. Alors là, j'ai qu'un environnement, que mon environnement de développement, mais en soi, j'aurais très bien pu avoir un fichier QA, un fichier prod, etc. Donc déjà, il y a un support natif pour des environnements, donc c'est plutôt pratique et on va pouvoir mettre dans ces fichiers de configuration différents settings. Et ce qu'on va pouvoir aussi faire, c'est y mettre des secrets. Mais forcément, on ne va pas les stocker en clair, hein, on va les stocker de manière encryptée. Donc ça, c'est un secret, c'est le secret qui va me servir à mettre le mot de passe pour mon serveur SQL, qui a été encrypté. Donc là, ça utilise l'encryption provider par défaut de Pulumi, mais en fait, j'aurais pu très bien utiliser un autre encryption provider. C'est directement intégré à Pulumi, le fait de pouvoir utiliser soit, je ne sais pas, mon Key Vault en tant qu'encryption provider, soit je peux utiliser le Vault d'HashiCorp, je peux utiliser les encryption providers aussi d'AWS ou GCP. Et pour c'était comme ça de la config en mode secret, j'ai juste à taper ça dans mon terminal. Je précise que c'est de la configuration secret, je donne le nom et je donne la valeur. Et ça, si je tape ça dans mon terminal, ça va pouvoir m'encrypter dans mon fichier de configuration le secret. Je vais pouvoir du coup committer ce fichier de configuration, ce qui fait que n'importe qui après récupère mon code et qui est autorisé à accéder à ça, va pouvoir aussi utiliser cette configuration. Il n'y a pas de gestion, il y a pas de on n'a pas besoin de manipuler des variables d'environnement et tout ça, tel que vous pourriez le faire, avec, avec Terraform ou de devoir, avoir au préalable mis dans un key vault, ses secrets parce que dans ce cas-là, c'est un peu, le jeu de l'œuf ou la poule où, on ne sait pas qui est fait avant, quoi. Je suis dans du code, donc au final, j'ai un point d'entrée à mon application. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en soi, je peux même le débugger, mon code d'infrastructure. Je vous souhaite bon courage pour débugger du HCL d'ailleurs. Et puis, après, en fait, je vais avoir, mon code classique. Là, c'est du C#, heu, où je, bénéficie en fait de toutes les fonctionnalités de mon IDE. C'est-à-dire, au survol, j'ai la documentation. Si je fais une erreur, forcément le compilateur, il va me le dire. Si je fais n'importe quoi, il va me dire que là, c'est plus bon, j'ai fait n'importe quoi. J'ai aussi, de l'autocomplétion, forcément. Et donc, en fait, j'ai tout ce que je souhaite pour me rendre productif. Alors, je dis pas que vous n'avez pas ça avec, les extensions, par exemple l'extension pour Azure Bicep, mais vous serez pas au même niveau quand même, de ce que j'ai là avec un langage de programmation. Puis un truc qui est sympa, c'est que, sur certains paramètres que je vais pouvoir passer, en fait, il y a des types un peu plus riches que juste, des strings. Ce qui m'a un peu déçu moi quand j'ai fait du Terraform, c'est qu'il y avait beaucoup de strings partout. Donc c'est assez propice aux erreurs. Là, vous avez une sorte d'énum en fait avec les différentes valeurs de SKU, qui sont disponibles. Et ça, c'est vraiment cool, notamment sur les trucs de pricing où on n'a pas envie de retenir par cœur ou de devoir faire de fichiers avec, plein de constantes de partout, en dur. C'est vraiment sympa que ce soit directement intégré. Bien évidemment, je peux faire des boucles, des conditions, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les références, en fait, c'est juste, des variables. C'est-à-dire, j'ai créé un ressource groupe là, je veux le réutiliser pour créer mon storage account. Je réutilise juste, la variable ressource groupe et puis j'ai les différentes propriétés dessus. Hem
Voilà, alors je disais que j'utilisais la partie Azure native, donc les dernières versions en fait qui sont disponibles, des ressources dans Azure. Mais en fait, si j'ai besoin d'utiliser une version, d'une ressource en particulier, imaginons, je sais pas, il y a eu des nouveautés sur une certaine ressource, sur un app service et moi j'ai pas encore migré, ça a des impacts sur mon infra. J'ai pas envie de basculer tout de suite dessus, mais par contre, j'ai quand même envie d'utiliser les autres ressources dans leur dernière version. Bah, je peux le faire en fait. Ça va être la même chose que ce que vous pourriez faire sur une solution native. Vous pouvez spécifier la version qui vous intéresse. Là, vous voyez, en fait, typiquement pour mon application Insight, je vais lui dire, bah, utilise cette version spécifique. Donc ça, c'est vraiment puissant, le fait de faire pouvoir cohabiter plusieurs versions en fait différentes de ressources et ce que vous ne pouvez pas du tout faire en Terraform, puisque vous avez une seule version disponible, suivant, soit vous restez sur d'anciennes versions, soit vous êtes sur la toute nouvelle, mais vous ne pouvez pas faire cette cohabitation. J'ai pas fait de TU sur ce projet, c'est pas bien. J'aurais dû en faire, mais évidemment, vous pouvez faire des TU et le gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir utiliser les frameworks de test unitaire que vous avez l'habitude. Si vous faites du XUnit, vous utilisez du XUnit. Si vous êtes plutôt à faire côté TypeScript, du Mocha ou je ne sais pas quoi, vous utilisez vraiment les outils dont vous avez l'habitude. Vous n'avez pas besoin de réapprendre une manière de faire du test. Au niveau de l'organisation du code, donc là, c'est une version avec, tout le code dans le même fichier. Heu, bon, quand il y a pas beaucoup de code, ça va. Quand ça commence à grossir, c'est pas terrible. Ben, on reste sur du code, en fait, donc vous l'organisez comme vous voulez. Si vous avez envie de faire des fonctions, bah, vous faites des fonctions. Si vous avez envie d'organiser, différemment, dans certains fichiers, vous faites, en fait, comme ce que vous avez l'habitude de faire pour du développement logiciel, parce qu'au final, ça reste du développement, ça reste du code. Moi, ce que j'aime bien, c'est répartir un peu par domaine métier. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté, il y avait une partie sécurité, une partie fonction, une partie base de données. Bah, en fait, c'est exactement ça que j'ai fait. Donc là, tout à l'heure, je vous ai montré le fichier avec tout le code dedans. En vrai, je l'ai réparti dans différents fichiers. Euh, je fais hériter chacune de mes classes de composantes ressources. Et en fait, bon là, ça reste au niveau de mon code, de mon projet, mais je vais très bien pouvoir le packager, ce code, et le rendre à disposition pour d'autres équipes qui voudraient l'utiliser. Je dis, moi, une Azure Function, je la fais comme ça, elle prend ça comme paramètre, et je le mets à disposition d'autres équipes. En sachant que je ne l'ai pas précisé, mais Pulumi supporte aussi le YAML. Donc vous pouvez très bien avoir une équipe qui ne sait pas spécialement coder, qui est plus axée sur la partie, je ne sais pas, sécurité, réseau, et qui va pouvoir réutiliser des composants tout faits que vous avez fait dans des vrais langages de programmation, et lui quand même faire son YAML. Donc j'ai fait ça pour la partie monitoring, la partie fonction, la partie sécurité, et après en fait, ma stack concrètement, j'ai juste à appeler les différents gros composants que j'ai fait ici. Voilà au niveau de ce que je voulais vous montrer sur le code. Je vais stopper le partage et vous montrer juste rapidement comment ça se passe si je suis du coup. Hop. Si je suis dans le service Pulumi, donc le Pulumi dispose aussi d'un back-end, c'est la partie payante, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez stocker votre état dans le compte de stockage, mettre en encryption provider un key vault, ça marche très bien, hein. Mais ça vous permet un peu de gérer vos équipes, vos projets et tout ça, et d'avoir un peu l'historique de tous vos déploiements. Ce qui est intéressant sur ce service Pulumi, c'est qu'on va pouvoir voir justement, bah, moi, l'infrastructure que j'ai déployée, les différentes blocs là que j'ai fait, les différents composants, et avec toutes les ressources qu'il y a derrière. Et après, bah, ça va me générer mon infrastructure Azure classique. Donc ça, c'est les ressources que j'ai décrites tout à l'heure dans mon code. Voilà.
Ça s'intègre, je disais tout à l'heure, avec les outils de CI/CD. Donc là, vous voyez, par exemple, un pipeline GitHub Action qui est trigger sur des pull requests et où ça va faire une preview de mon code d'infrastructure. C'est l'équivalent, le pull preview, c'est l'équivalent du Terraform plan pour voir un peu les changements que vous allez apporter à votre infra. Hop, on va s'arrêter pour la partie démo et je vais revenir sur les slides. Voilà. Alors, donc ça, c'était la démo. Alors, pourquoi utiliser Pulumi? Moi, c'est vrai que c'est une solution que j'apprécie beaucoup par rapport à d'autres solutions que j'ai pu tester où je me suis un peu plus arraché les cheveux, parce que déjà, je suis plus productif. Je trouve que c'est plus simple à utiliser et à apprendre, même pour quelqu'un qui ne connaît pas déjà un langage de développement. Et puis, quitte à apprendre un nouveau langage, bah, autant partir sur un langage de développement qui sert à d'autres choses que sur une DSL qui vous servira que pour votre solution d'infrastructure as code. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont intégrées déjà nativement dedans. C'est une approche qui est moderne, je trouve. Le fait que ce soit multi-provider et surtout qu'on ait 100% en fait des fonctionnalités des principaux cloud providers, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. On n'est pas obligé d'attendre que quelque chose soit implémenté. Et puis bah, l'aspect sécurité, je trouve que ça fait partie des points importants quand même en infrastructure. Après, au-delà de Pulumi, moi je ne suis pas forcément là pour vous vendre la solution Pulumi, c'est plus pour moi un bon exemple d'infrastructure à software. Et je pense que globalement, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que l'important, c'est vraiment de traiter votre code, votre infrastructure, comme n'importe quel autre code. Alors, est-ce que l'infrastructure à software, c'est le futur? Bah, pour moi, la réponse, c'est oui. Après, je ne sais pas si c'est partagé ou pas, mais pour moi, le fait d'utiliser des langages de programmation, c'est vraiment ce vers quoi se dirige l'infrastructure as code. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je vous parlais de AWS CloudFormation, le fait que, on était, sur du YAML ou du JSON, en fait, je vous ai un peu menti. Il y a une autre solution native à AWS qui existe, qui est AWS CDK, qui date de 2019 et qui permet aussi, de faire, d'utiliser les langages de programmation. Bon, l'inconvénient, ça reste qu'on reste sur, AWS. Il y a Terraform aussi qui s'y met aussi. Alors eux, c'est toujours en preview leur, CDK, mais c'est la même chose, c'est, utiliser des langages de programmation. Ils se sont aperçus que bah, le HL, c'était bien, mais ça ne couvrait pas tous les cas et ce n'est pas forcément ce que tout le monde demande non plus. Donc pour moi, utiliser des langages de programmation, ça fait partie des points importants. Un autre point que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est que faire du code, c'est bien, que ce soit avec un langage, une DLCL, peu importe, mais il n'y a pas que le code en fait. Il y a tout ce qui est test, il y a tout ce qui est policy que vous allez vouloir appliquer, peut-être restreindre le déploiement de certaines ressources, tout l'aspect sécurité, le management des secrets et tout ça. Enfin, il y a tout un tas d'aspects, il y en a plein d'autres dont j'ai parlé avant, où je pense vraiment qu'il faut vraiment axer là-dessus. Il ne faut pas les oublier et c'est pas se dire, «Bah, je fais de l'infrastructure donc ça s'applique pas, à moi. Je suis pas dans du développement web, je suis pas» bah, non, en fait, ces pratiques-là, elles sont là pour une raison dans le développement, logiciel et c'est important qu'on les reprenne aussi, dans le développement, d'infrastructures. Et puis, en fait, on voit aussi arriver, des nouveaux patterns, avec, tout cet aspect infrastructure as software. On voit arriver, l'aspect, portail développeur. C'est-à-dire qu'on va avoir, la possibilité maintenant de créer des choses, vu qu'on utilise du code, du vrai code, on va pouvoir, créer des choses, on va avoir des API pour, créer un peu des portails avec de l'infrastructure en libre service. Ce qui va permettre peut-être aux équipes de développement, d'être un peu plus autonomes, de pouvoir partir sur des bonnes pratiques, des modèles tout faits. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a Microsoft qui a annoncé, un service comme ça, qui s'appelle, Azure, Deployment Environment, qui est en fait de l'infrastructure un peu, en mode libre service, pour les équipes de développement. C'est de l'infrastructure fait, quand même par les équipes qui maîtrisent les notions de sécurité, d'infrastructure, de réseau, tout ça, mais avec les bonnes pratiques, d'une entreprise et qui va mettre à disposition
qui vont être mises à disposition des équipes de développement. Donc c'est assez intéressant. Je pense que l'infrastructure as code ou l'infrastructure as software, c'est un sujet qui a pas fini de changer. Souvent on dit, bah, tout le monde fait du Terraform ou tout le monde utilise ceci et tout le monde utilise cela. Non, en fait, dans les solutions d'infrastructure as code dont je vous ai parlé au début, en fait, vous en avez vu plein, il y en a plein qui arrivent. Il y a des nouveaux modèles aussi d'exécution qui arrivent. C'est pas seulement déployer l'infrastructure avec des pipelines de CI/CD. Des fois, c'est faire de la réconciliation avec du Kubernetes, enfin, il y a plein de choses qui existent. Et c'est pour ça que c'est important en fait de suivre un peu les tendances, de voir que on peut utiliser des langages de programmation, mais qu'il y a tout le reste aussi à côté. Voilà, j'ai fini. C'était un peu plus rapide que ce que j'avais prévu. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je publie aussi pas mal d'articles sur mon blog. J'ai notamment, si le sujet d'infrastructure as code vous intéresse, j'ai publié un article sur pourquoi moi je choisirais plutôt Pulumi que Terraform pour mon prochain projet, où je compare un peu les deux. Après, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution. L'essentiel pour moi, c'est vraiment voilà, utiliser ces bonnes pratiques qu'on a déjà dans le développement logiciel et aussi, autant que faire se peut, arrêter un peu cette division entre infra et ops et vraiment essayer de travailler plus ensemble. Je pense que nos métiers, que ce soit ops ou développeurs, sont en train de changer. Moi, je le disais au début de ma présentation, l'infrastructure à l'origine, ça ne m'intéressait pas du tout. Je pense qu'il y a des gens, des admin système, on leur a dit bah, tu vas faire du code, tu vas pusher des commits sous Git, et ça leur aurait paru étrange. Et maintenant, on a vraiment nos métiers qui évoluent et il faut suivre un peu l'évolution et arrêter de faire cette distinction ops d'un côté, dev de l'autre. Voilà, merci à CloudWest pour avoir accepté mon talk et merci à nos sponsors.